Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles sur Bismart à 13h. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Hervé Valentin, le président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne, afin d'évoquer avec lui les collections de livres anciens que certains peuvent voir comme un placement. Peut-on réellement investir dans un livre ancien ou dans un livre rare comme on investit dans un livret A? La question est volontairement provocatrice. Et que faut-il regarder? On en discute dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Cela fait plusieurs fois sur ce plateau que la thématique de l'investissement immobilier hors de France revient. Pour aller chercher du rendement ou pour profiter d'une fiscalité avantageuse, qu'à cela ne tienne, nous avons décidé d'en faire un plateau. Nous recevrons donc 2 experts de l'investissement immobilier afin d'explorer ces pistes d'investissement. Inès Dias, directrice générale de Sogénial Immobilier, et Jean-Maxime Jouy, Global Head of Fund Management pour BNP Paribas Reim. Ils seront tous les 2 en plateau avec nous pour en discuter. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, vous retrouverez des interviews réalisées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia, au programme de l'immobilier encore, mais aussi un focus sur la nue propriété, avant de parler de crowdfunding ou encore de fonds thématiques. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou alternatifs. Tout dépend comment on veut les appeler. Aujourd'hui, on va parler de livres anciens ou de livres rares. Peut-on parler d'ailleurs d'investissement ou plus de collection, donc d'investisseurs ou de collectionneurs? Nous en parlons avec Hervé Valentin, président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Bonjour Hervé Valentin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on parle de livres anciens, ou c'est un terme qui vous hérisse le poil? C'est un terme, sans qu'il nous hérisse le poil, mais c'est un terme que nous n'utilisons pas, à vrai dire. D'accord. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'investissement à faire sur le livre ancien. D'accord. C'est avant tout une décision et une collection de plaisir. Je rebondis sur le terme de collection que vous venez d'utiliser, parce que c'est avant tout cela qui caractérise les bibliophiles. D'accord. Comme ça qu'on appelle un collectionneur de livres anciens ou de livres rares, que ce soit des galeries, des estampes ou des autographes, ou évidemment des livres. Il y a avant tout la notion de plaisir de constituer une collection sur le temps et sur la durée. Alors c'est intéressant parce que là, vous nous avez parlé d'estampes, vous nous parlez de galeries d'estampes ou de livres rares. Donc en fait, ce qu'on appelle livre ancien, la terminologie livre ancienne est en fait plus large que juste l'objet livre physique. Tout à fait. En fait, le syndicat de la librairie ancienne et moderne a été créé en 1914 et il a été créé par des libraires parisiens, en majorité, qui justement voulaient fédérer la totalité du spectre des vendeurs et des marchands spécialisés dans le domaine du patrimoine écrit, imprimé ou illustré. Donc ça peut aller de l'affiche au livre illustré, en passant par des estampes, la lithographie, jusqu'aux autographes qui sont aussi, qui sont pas imprimés pour le coup, mais qui font partie du patrimoine écrit. Alors, ce qu'on appelle autographe, c'est pas la signature qu'on a au début du livre. Si, c'est ça? Non. L'autographe, c'est quelque chose de manuscrit. D'accord. Ah oui, si c'est un écrit manuscrit. D'accord. À la main, évidemment manuscripta, faite par une lettre de Charles Baudelaire, par exemple, une pièce signée par Louis XIV ou un autographe de Pablo Picasso qui aurait signé une de ses lithographies. Tout ça, c'est du manuscrit, de l'autographe. Et alors, tout cela, ça a une valeur, mais ça ne peut pas être considéré comme un investissement en tant que tel. Mais ça reste quelque chose dans lequel on peut placer son argent, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'entends placer son argent, c'est, vous me donnez un exemple d'une lettre de Baudelaire, par exemple, elle ne va pas perdre de valeur dans le temps si jamais je l'achète aujourd'hui? A priori, non. Il est évidemment difficile, et nul n'est prophète pour savoir comment les choses se passent. La librairie ancienne et la collection d'objets de patrimoine écrits ou imprimés, depuis que la librairie et l'imprimerie existent, donc au XVe siècle en Europe, après Gutenberg, l'homme a toujours tout de suite, quasiment dès le XVIe siècle, collectionner des ouvrages pour les valoriser aussi et pour son plaisir. Et c'est ce qui fait la valeur, c'est le fait qu'il y ait des acheteurs qui collectionnent finalement ces ouvrages. Bien sûr, et après, en fonction de la rareté d'un ouvrage, de sa rareté intrinsèque, il peut y avoir des choses qui sont imprimées à 10 ou 15 ou 50 exemplaires, et puis le temps aussi a fait sa sélection et son affaire. Il est évidemment beaucoup plus difficile aujourd'hui, en 2021, de trouver une édition originale des Essais de Montaigne. Bien sûr, oui. Qu'à l'époque. En 1980, quand l'ouvrage a paru, même si le nombre
nombre d'exemplaires n'a pas été énorme non plus. Donc ce qui fait la valeur et le prix, parce que ces choses-là ont un prix évidemment, c'est différents facteurs de rareté, d'intérêt, de mode aussi, parce qu'il y a des auteurs... Il y a des effets de mode, parce qu'effectivement la rareté, bon, on le comprend, il n'y a pas que dans les livres anciens où la rareté fait le prix. Sur les autres critères, donc il y a la mode où la mode ça joue pour le coup. La mode peut jouer de manière ponctuelle, parce qu'il peut y avoir des commémorations, par exemple, où un auteur, là on vient de fêter le bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, par exemple. Certains, Baudelaire n'a pas besoin de ça pour être évidemment universellement connu. Oui, mais ça le remet sur le devant de la scène. Et ça le remet sur le devant de la scène, ou des auteurs, Romain Gary, qui s'est suicidé il y a plus de 50 ans maintenant. Voilà, ce genre d'anniversaire fait l'entrée à l'université, si on se remet à étudier un auteur contemporain, presque comme Romain Gary, par exemple. Voilà, ça le remet sur le devant de la scène. Et donc ça fait monter sa cote, entre guillemets, parce qu'il est étudié à l'université. Et parce qu'il est un peu plus collectionné par les collectionneurs d'éditions originales littéraires, si on est dans le champ de la littérature. Mais dans le même temps, si on parle de science, par exemple, les grands textes scientifiques ont toujours été recherchés, de Kepler à Copernic, en passant par les premières publications d'Einstein, par exemple, sur la relativité. Oui. Tout ça, ce sont des choses qui sont recherchées par des collectionneurs. Et l'offre et la demande, évidemment, fait les prix. Après, il y a aussi le marché des ventes aux enchères qui peut donner une cotation à un instant T. Là, on parle de livres qui sont forcément en très très bon état. Oui, parce que comme dans toutes les collections, l'état et la condition, on parle de la condition d'un exemplaire, est primordial. Le livre ancien, à la différence de beaucoup d'autres objets du marché de l'art, pour faire large, sont des multiples par définition. Bah oui, bien sûr, il y a une œuvre d'art, mais il y a un nombre de tirages de livres. Voilà, oui, complètement. Picasso n'a fait qu'une toile sur ce sujet, ou plusieurs variantes, mais en tout cas, des livres, on a pu en faire des multiples par définition. Donc, pour un livre ancien du XVIe ou du XVIIe, c'est évidemment aujourd'hui en 2021 qu'on peut comparer comment il est arrivé jusqu'à nous, par sa reliure, par quelle main il est passé. Il y a aussi l'histoire de la provenance. De la provenance, c'est-à-dire des collections par lesquelles le livre est passé, ça peut faire augmenter la cote du livre. Bien sûr, le pédigré, ce qu'on appelle la provenance en termes de livre ancien, ça a évidemment un facteur très important, au même titre que l'habillage, donc la reliure. D'abord était protégé par une reliure à titre purement de protection ou esthétique. Et puis après, il y a eu des artisans dans ces métiers, comme la marqueterie dans d'autres domaines, qui sont là pour sublimer un petit peu l'objet. On utilise différents types de matériaux, de cuir, du maroquin, de la basane, etc. Et donc là, si je caricature, c'est comme des éditions spéciales du livre finalement qui du coup viennent rajouter à la rareté du livre en question. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle des tirages de tête ou des tirages de luxe qui sont faits sur des papiers un petit peu différents que l'édition que tout le monde connaît. Et évidemment, il est évident que ces tirages qui sont numérotés bien souvent, ils peuvent être signés par l'auteur, par l'illustrateur. Et ça, la signature, j'imagine que ça fait gagner de la valeur. Bien sûr, forcément. Une édition originale dédicacée, pour revenir à Baudelaire des Fleurs du Mal. Il y en a un exemplaire qui est passé il n'y a pas longtemps, il a fait un peu plus de 100 000 euros. D'accord, justement, vous anticipez la question que je voulais vous poser, qui est toujours très complexe dans ces sujets d'investissement plaisir ou passion, c'est ça coûte combien? Alors on imagine qu'il y a des écarts énormes, mais est-ce qu'il y a une moyenne de prix pour un livre ancien aujourd'hui ou Non, c'est-à-dire qu'on peut se constituer une collection de livres anciens avec un budget de quelques dizaines ou centaines d'euros. D'accord. C'est-à-dire que nous, par exemple, au salon qu'on organise tous les ans, le salon du livre rare, on a un espace qu'on appelle l'espace découverte, où les libraires sont invités à proposer au public des ouvrages à moins de 150 euros. D'accord. Et qui sont pour autant des ouvrages anciens, qui peuvent être du 19e, du 18e, et même plus anciens que ça. Mais d'auteurs peu connus, du coup, ou pas forcément? Peu connus, ou d'éditions qui ne sont pas suffisamment rares pour atteindre des cotes complètement stratosphérique ou même le millier d'euros. Donc le temps ne fait pas forcément la valeur de la chose. Très souvent, on nous appelle en disant j'ai retrouvé chez moi ou dans le grenier de mes grands-parents un livre de 1648. On en rêve tous. Forcément, c'est forcément rare. Pas du tout. Il peut y avoir des choses très modernes. Si on est en littérature contemporaine, par exemple, Michel Houellebecq, par exemple, c'est un auteur qui est recherché. Et les premières éditions qui peuvent être signées ou dédicacées de Houellebecq, par exemple, sont très recherchés par certains collectionneurs. Donc, en fait, c'est pas forcément l'idée reçue que plus c'est ancien, plus c'est cher, et parce que plus ce serait rare. Là, on est sur des auteurs contemporains, toujours vivants, mais où, pour le coup, il y aurait déjà un marché d'achat et de revente de livres. Il faut faire attention, parce que là, on est sur un marché qui est très vif, c'est-à-dire qu'on est dans la période où les choses se passent.
personne ne peut dire que dans 50 ans, Bien 100 sûr, ans, les œuvres de Houellebecq seront valorisées. Oui, alors que les œuvres de Victor Hugo, pour le coup, on le sait, Oui, ça pour le coup, mais si on prend un exemple un peu plus récent, Anatole France, par exemple, qui était considéré au début du siècle comme le grand écrivain français, et les collectionneurs et les bibliophiles achetaient des belles éditions d'Anatole France qu'ils faisaient somptueusement relier à grands frais. Un siècle après, il en reste plus grand-chose. C'est-à-dire que c'est un auteur qui est moins lu, donc moins collectionné. Il y a aussi une dimension générationnelle. Bien sûr. Ça. Ouais. Et ça, on ne peut pas le prévoir pour le coup. On ne peut pas le prévoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas en fait d'investissement. Quelqu'un qui monte une collection, elle se fait sur le long terme. Elle se fait pour son propre plaisir, pour son intérêt, qu'il soit professionnel. Si on est médecin, par exemple, on s'intéresse à l'histoire de l'anatomie. Bien sûr. On va rechercher une édition de Vézal, etc. Si on s'intéresse à la littérature, on va s'occuper de la période que l'on aime. Ça peut être une thématique, le romantisme, la littérature moderne, le structuralisme, qu'importe. Donc tout ça se fait sur le long terme. Et très souvent, les collections, d'ailleurs, elles s'enrichissent, elles bougent, elles sont vivantes. Mais il y a assez peu de transmission du vivant, ou alors c'est quelqu'un qui prend la suite. C'est le cas de toutes les bibliothèques. On parle des bibliothèques de châteaux, etc., pour les grandes collections, mais elles se sont transmises sur des générations et des générations. Justement, j'allais vous poser une question très investissement pour le coup, c'est quelle liquidité à la revente. Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que finalement, quand on investit, enfin, quand on achète un livre, quand on constitue sa collection, il ne faut pas forcément penser revendre du tout. Non. On peut avoir besoin ou envie de revendre pour des tas de raisons. Soit le cas le plus courant, c'est simplement pour améliorer son exemplaire. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve mieux, si on a l'édition originale des Misérables, par exemple. On revend celui qu'on a dans sa collection. Voilà, on trouve mieux parce qu'il est dédicacé ou il est dans une meilleure condition, dans une plus jolie reliure qui plaît davantage. Donc, on peut éventuellement soit garder les deux, soit améliorer son exemplaire. Donc, on peut revendre le précédent. D'accord. Il n'y a pas de règle. A priori, on va dire que les grands auteurs, mais qu'est-ce qu'un grand auteur? C'est quand même très difficile à définir. Oui, ça reste très subjectif, effectivement. C'est très subjectif parce que les modes, les temps, etc. font que bon, voilà, il y a des... Après, il est évident que si on cherche un discours de la méthode de Descartes ou les Fables de La Fontaine en édition originale, ces choses-là, sur la durée, si on regarde sur le seul prisme de la valeur des choses, ce ne sont pas des choses qui perdent de l'argent. Oui, c'est ce qu'on appelle un investissement. Alors, je sais qu'il ne faut pas dire investissement, mais bon, c'est quelque chose de sûr, en tout cas. Voilà, c'est quelque chose de patrimonial, dans les deux sens du terme, à savoir un patrimoine bien concret, mais intellectuel, qu'on transmet, de transmission de savoir, et aussi un patrimoine que l'on peut constituer. Mais en aucun cas, la première démarche, elle sera faite sur l'aspect financier, en tout cas pour l'immense majorité des collectionneurs et des bibliophiles. Merci beaucoup Hervé Valentin. Je rappelle que vous êtes président du syndicat national de la librairie ancienne et moderne. Le salon du livre rare s'est tenu il y a quelques semaines maintenant, donc rendez-vous l'année prochaine pour le coup. Vous viendrez au Grand Palais éphémère. Exactement, vous viendrez nous en parler. Merci à vous et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière. L'immobilier, une thématique qui revient souvent sur ce plateau. Et parmi les différentes façons d'investir dans l'immobilier, la SCPI revient elle aussi très souvent. L'OPCI revient, même si elle est un peu moins connue. On peut y investir par secteur d'activité, par typologie d'activité ou même par zone géographique. Et c'est la contrainte que nous nous sommes fixés aujourd'hui. Comment investir en pierre-papier hors de France et généralement en Europe. Certains d'entre vous se souviendront que l'Allemagne est un sujet qui revient souvent dans les discussions dès que l'on parle de sortir de France. Mais on va essayer d'élargir la discussion un peu au-delà de juste nos voisins avec Inès Dias, directrice générale de Sogenial Immobilier. Bonjour Inès Dias. Bonjour. Sogenial Immobilier, une société de gestion qui propose donc plusieurs SCPI, dont une en Europe qui s'appelle Cœur d'Europe. On aura l'occasion d'y revenir. Et on va en discuter également avec Jean-Maxime Jouy, Global Head of Fund Management pour BNP Paribas Reim. Bonjour Jean-Maxime Jouy. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors BNP Paribas Reim qui propose de nombreuses SCPI, donc investies en France mais aussi en Europe, que ce soit via des SCPI mais aussi via des OPCI. Vous pourrez peut-être nous redéfinir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est un peu moins connu de nos téléspectateurs. Alors, la question de l'investissement en SCPI ou OPCI hors de France ou en Europe est d'actualité, on le sent. Alors, c'est une tendance qui semble se développer fortement. Est-ce que ça fait quelques mois ou quelques années? Vous allez nous le dire. Déjà, première question, Inès Dias. Avant de comprendre la tendance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va chercher des investissements immobiliers hors de France?
Alors, la première raison la plus évidente, c'est d'abord de diversifier géographiquement son patrimoine. D'accord. Donc c'est la première raison, puisqu'en fait, on va aller chercher des opportunités plus loin. En fait, on aura un terrain de jeu qui sera beaucoup plus grand. D'accord. Donc on va d'abord s'intéresser au marché local et on va aller chercher des opportunités plus attractives, ou en tout cas avec un rendement, un couple rendement-risque qui va être différent du marché français, qui est très attractif, mais aussi très concurrencé. D'accord. Donc on va aller chercher des opportunités ailleurs, en prenant en compte les risques de chaque pays, mais bien sûr les opportunités qu'offre chacun d'entre eux. Donc c'est cette idée en fait vraiment d'aller diversifier au-delà de la France, parce que quoi, je sais pas, il y a trop d'acteurs en France, mais en tout cas, il y a d'aller chercher plus d'investissements ailleurs que sur le marché français, en fait, c'est ça? De faire grossir les portefeuilles, en fait. Alors, c'est pas faire grossir les portefeuilles, c'est de se dire, alors déjà, on investit d'abord en Île-de-France, ensuite, on va aller chercher des opportunités avec des rendements un peu plus importants en région, et puis en fait, ensuite, on va aller chercher des stratégies immobilières qui sont différentes par pays. D'accord. Alors, je ne pense pas qu'on va rentrer directement dans le détail par pays, mais par exemple, il y a des spécificités qui sont inhérentes à chaque pays. Par exemple, en France, en Île-de-France ou en tout cas à Paris, si on veut louer du bureau, par exemple boulevard Haussmann, on va payer 600 € du mètre carré, alors qu'en Belgique, on a acheté des bureaux avenue Louise, qui est vraiment un équivalent du boulevard Haussmann, et qui est loué à 170 € du mètre carré. D'accord. Donc, en fait, c'est ces spécificités-là, à risque quasiment identique, qui ont des prix qui sont complètement différents et des rendements qui sont complètement différents. Alors, ça pose effectivement la question de la maturité, peut-être potentiellement, des différents marchés européens. Juste avant, Jean-Maxime Jouy, peut-être je parlais de tendance en tout début d'émission. Vous constatez, vous, que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, le fait d'aller investir hors de France, en SCPI ou en EPCI? Oui, tout à fait. Quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, vous avez à peu près 35 SCPI qui investissent hors de France. SCPI françaises, du coup, c'est ça? SCPI françaises, donc à destination d'épargnants français, mais qui déploient les capitaux collectés sur d'autres géographies. Et ces SCPI, on le vend en poupe. Quand on regarde les chiffres de la collecte, par exemple, du deuxième trimestre cette année, elles représentent plus de 60% des montants collectés auprès des épargnants. D'accord. Okay. Il y a une véritable tendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargnant veut que ce soit investi hors de France, ou que l'offre, en fait, s'est développée et que, du coup, on propose des investissements hors de France plus qu'avant? Alors, je pense que l'offre répond à la demande. Mais comme le disait Inès, il y a une véritable logique en épargne à diversifier son allocation. Quand on regarde en termes de chiffres les volumes de marché, la France, c'est 30 milliards d'euros de transactions en immobilier professionnel. L'Allemagne, c'est 60. L'Europe, c'est 240 milliards. Donc, on voit bien qu'on a là l'opportunité d'aller chercher d'autres types de rendement risque, d'autres couples qui sont tout à fait intéressants, et dans des économies et des pays qui n'en sont pas au même point dans leur cycle immobilier ou qui ont d'autres fondamentaux. On voit bien, par exemple, qu'à la sortie de la crise du Covid, on a des rythmes de reprise qui sont très différenciés entre les pays d'Europe du Nord et ceux d'Europe du Sud. L'Europe du Nord avait moins souffert l'an dernier. Elle redémarre du coup plus modestement aussi, avec des perspectives en revanche un peu plus solides en termes d'emploi et d'occupation des surfaces. En Europe du Sud, on a eu une baisse de PIB beaucoup plus marquée l'an dernier, mais le rebond est déjà très solide cette année. Donc on peut aussi jouer des petits décalages dans les cycles économiques et du coup forcément dans la demande pour l'immobilier d'entreprise, qui est tout à fait intéressant dans un portefeuille d'épargnants. Donc la pandémie de Covid-19 a, entre guillemets, accéléré cette tendance en France du fait des différences de reprise qu'on pouvait voir dans les différents pays européens? En tout cas, on le croit, et il nous semble effectivement très vertueux de profiter de ce contexte pour proposer à nos épargnants d'aller investir sur d'autres géographies. Alors Inès Diaz, on va rentrer dans la granularité un petit peu des différents investissements. Il y a quand même une question qu'on se pose, c'est que quand on voit des acteurs français aller chercher d'autres investissements à l'étranger, on a envie de se dire, mais il n'y avait pas des acteurs étrangers déjà sur ces marchés-là, qui fait que globalement, en fait, on élargit la capacité d'investissement pour les Français, mais y a-t-il des biens sur lesquels investir qui n'ont pas été pris du coup par les opérateurs, je ne sais pas, portugais, espagnols, allemands ou autres? Alors, notre stratégie chez Sogenial, c'est quand même d'aller s'implanter dans les pays dans lesquels on investit. D'accord. Donc, ça nous permet d'avoir un accès à des brokers de place, mais aussi à des plus petits brokers qui vont nous identifier pour certaines... en fait, ils savent exactement ce qu'on cherche, donc ils viennent directement nous voir avec ces opportunités-là. D'accord. Okay. Et par exemple, à titre d'exemple, on ne va pas chercher les mêmes choses dans les mêmes pays. On va prendre en compte le risque de chaque pays. Okay. Et on sait par exemple qu'au Portugal et en Espagne, il y a une forte...
exposition au secteur touristique ou au secteur, par exemple au Portugal, des call centers. Donc, on va essayer de s'éloigner de ces secteurs-là. Mais par exemple, on sait qu'en termes de commerce, si on veut aller chercher du bail avec des durées fermes plus importantes, en France, par exemple, on a ce qui s'appelle la taxe sur la publicité foncière, qui au-delà de 12 ans ferme, on doit payer cette taxe, donc c'est un petit peu rédhibitoire. Bien sûr. En Belgique, les commerces, c'est du 3,6,9, alors qu'au Portugal, on peut encore aller chercher du 15 ou du 20 ans ferme. D'accord, donc en fait, on va chercher par typologie de marché et par spécificité de marché, on va regarder, on va investir de manière totalement différente. Donc c'est pas en fait, je vais en Europe et puis je vais investir un petit peu à droite à gauche, c'est je vais dans un pays, je connais le pays et je vais comprendre en fait les spécificités des différents secteurs d'activité et je vais me positionner par rapport à ça. Oui. Ce qui nous permet d'avoir un portefeuille européen qui profite des avantages, des atouts de chaque pays, de chaque secteur d'activité dans chaque pays. Et alors, par exemple, là, vous donnez l'exemple du Portugal ou de l'Espagne. Vous y étiez présent avant, par exemple, pour vous dire, tiens, au Portugal, il faut aller chercher ça, ou d'abord on envoie une équipe et puis ensuite on analyse un peu le marché, puis on dit, en fait, concrètement, c'est pas comme la France, donc il faudrait plus faire ça ou ça. Alors, l'aventure démarre d'abord par une étude du terrain. C'est surtout avec les brokers, on va étudier chaque investissement, leur demander quel est le rendement sur chaque secteur d'activité. C'est plutôt, si la tendance ou s'il y a trop de concurrence, par exemple, sur l'activité ou sur les commerces ou sur le tourisme, on va d'abord étudier, puis ensuite on va aller s'implanter dans chaque pays avec une équipe de spécialistes qui vont nous aider ensuite à avoir une expertise précise de chaque marché. Chez BNP Paribas, il y a une stratégie différente ou c'est la même chose? On croit beaucoup à la vertu d'avoir des équipes locales. D'accord, donc ça passe, tous les deux, ça passe par le fait d'avoir des gens sur place quand même qui... C'est indispensable. On ne fait pas de l'immobilier correctement derrière son écran d'ordinateur. Il faut comprendre les marchés locaux, avoir des liens avec les opérateurs. Et lorsque vous êtes présent et que vous avez des équipes qui ont effectivement tous les contacts de marché, vous avez aussi la capacité d'avoir ce qu'on appelle des dossiers off-market, c'est-à-dire des dossiers qui sont proposés à des cercles restreints, voire pas proposés du tout sur le marché, mais que vos équipes vont pouvoir identifier. Et donc, ça vous permet d'éviter une compétition trop importante aussi. Mais je reviens sur cette question de compétition. C'est effectivement, là, par exemple, si je prends l'exemple du Portugal ou de l'Espagne, il y a des acteurs de SCPI au Portugal ou en Espagne. Qu'est-ce qui fait que, du coup, l'investisseur français aura un investissement aussi bon que celui qui était là depuis 20 ans? Alors, en ce qui nous concerne, on a la chance d'avoir dans plusieurs pays des équipes qui sont là depuis des décennies. Donc on n'est pas un acteur nouveau de ce point de vue-là. L'autre élément, c'est qu'en fonction des pays, vous avez des marchés d'épargne qui sont plus ou moins comparables. D'accord. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, par exemple, des SCPI en Italie ou en Espagne. Ok. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est très français, même si on peut le faire à l'étranger, qui est très... C'est un produit qui juridiquement est un produit français. Vous allez trouver des supports de placement immobilier dans d'autres juridictions. Mais globalement, on a la chance en France d'avoir un marché de l'épargne immobilière qui est extrêmement développé, et ça depuis les années 50. Okay. Donc c'est moins le cas dans d'autres pays européens, du coup. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs institutionnels qui investissent sur leurs marchés locaux, mais néanmoins, il y a de la place. Et encore une fois, lorsque vous avez des implantations de longue date avec des équipes qui connaissent en profondeur les marchés locaux, on a la chance en plus d'être soutenu par une belle marque. Vous avez toute la capacité pour trouver des opérations intéressantes. Je retournerai la question aussi. On se pose cette question en France parce que c'est un pays dans lequel on a l'habitude d'investir depuis des décennies, tous autant qu'on est. En revanche, les fonds allemands à destination donc des particuliers allemands investissent en France et plus largement en Europe depuis des années aussi. Donc on est simplement là en train de faire ce que nos collègues allemands ont fait avant nous il y a déjà quelques décennies. Alors Inès Diaz, vous nous avez cité 3 pays, Portugal, Espagne, Belgique. Jean-Maxime Jouy, vous, votre exposition européenne, c'est... On complète avec l'Allemagne, le Benelux, donc l'Allemagne revient, effectivement. Voilà. Forcément, c'est le premier marché d'investissement en Europe, donc on ne peut pas, je pense, faire fi d'une exposition allemande. Juste pour vous donner une idée de ce que ça représente, le marché allemand, on a parlé tout à l'heure des volumes. Un petit chiffre intéressant, en France, il y a seulement 6 villes qui dépassent 300 000 habitants. Et donc, pour ce qui concerne l'immobilier de bureaux, sont considérés comme des lieux d'investissement plausibles. En Allemagne, on est à 20 villes. Donc vous voyez bien qu'on est sur une économie qui est beaucoup plus multipolaire. Vous avez des zones qui sont dédiées à certains secteurs d'activité. Et là encore, vous allez pouvoir jouer une diversification au sein des secteurs d'activité.
d'activité dans cette économie allemande. Donc ça, c'est un élément très important dans notre choix. Il y a aussi cette logique de déploiement sectoriel. Par exemple, quand on travaille sur l'immobilier de logistique, on va s'intéresser notamment à ce qu'on appelle la dorsale logistique en Europe. D'accord, donc en fait, vous allez prendre un secteur d'activité et vous allez le suivre finalement dans les différents pays. Oui, okay. Vous pouvez déployer, donc suivant cette zone géographique qui a un sens particulier pour desservir les marchandises partout en Europe. Vous pouvez aussi suivre des opérateurs d'un pays à un autre. Un bon exemple de ça, c'est l'immobilier de santé. On a la chance d'avoir des opérateurs en santé privée en France qui sont très forts, leaders sur le marché, et qui se sont déployés ces dernières années dans d'autres pays européens, par exemple encore en Allemagne. Et donc, accompagner ces opérateurs français avec lesquels nous avons déjà pu investir sur notre territoire national dans d'autres géographies est aussi un bon moyen d'accéder à des opérations de qualité. Inès Dias, je reviens sur les exemples que vous nous avez donnés, là, Espagne, Portugal, Belgique. Pourquoi ces choix-là chez Sogenial ? Eh bien, on a commencé à investir via d'abord à des fonds professionnels. Et ensuite, on a ouvert cette expertise-là au grand public via notre SCPI. Et en fait, c'était des pays tout simplement qu'on connaissait déjà, dans lesquels on avait déjà investi et dans lesquels on avait une équipe locale qui soutenait déjà l'investissement et l'invest management, mais qui nous aidait aussi à avoir une équipe qui nous aiderait à faire une gestion dynamique de nos actifs. Donc on en revient sur cet ancrage local finalement et cette capacité à comprendre le marché et qui va dicter du coup quel ou quel pays. Alors pas que, mais j'imagine que ça pèse lourd dans la balance. Avant de parler potentiellement de fiscalité, si on a le temps, vous nous avez tous les deux mentionné le couple rendement-risque qui évolue du coup quand on va hors de France. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut espérer des rendements plus élevés, avec plus de risques aussi, mais des rendements plus élevés quand on sort de France aujourd'hui, Inès Dias ? Alors, oui, clairement. D'accord, ok. Il y a moins de concurrence, en tout cas. En fait, à rendement risque, en fait, il faut prendre en compte le risque de chaque pays, bien entendu. Sûr. Mais ensuite, on va aller amoindrir le risque du pays avec des secteurs d'activité qui sont très porteurs dans ce pays-là. D'accord. Par exemple... Donc, pas de tourisme au Portugal, par exemple, pour le moment. Par exemple, en tout cas. En Espagne, par exemple, on va aller sur la grande distribution. Donc, même si l'économie est plus risquée en Espagne qu'en France, le risque est clairement amoindri lorsqu'on va avoir une signature d'un Mercadona qui clairement est un acteur très très solide en Espagne. D'accord, donc les gros acteurs du marché potentiellement, on va quand même chercher, mais donc du coup on a un rendement qui est plus élevé même si Exactement. D'accord, même si on a réussi à réduire le risque. Absolument. Bon, alors on rappelle quand même que le couple rendement-risque marche tout le temps, hein, mais oui. Donc quand il y a des promesses de rendement, il y a généralement un risque qui est associé, mais donc en fait on sort aussi parce qu'on va chercher des rendements qu'on n'arrive plus à avoir en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'acteurs en France, parce que le marché est plus mature entre guillemets. Exactement, c'est exactement pour ces raisons-là. À titre d'exemple, c'est pareil, en ce moment il y a une forte attractivité vers la logistique. En fait, cette année, en France, le taux de rendement de la logistique prime est descendu en dessous de la barre des 3%. D'accord. Alors qu'en Belgique, le taux prime est à 4,25. D'accord. Donc en fait, c'est pareil, le marché belge, alors parfois on parle d'anomalie belge, puisqu'en fait il y a un microcosme qui se passe en Belgique où il n'y a pas forcément plus de risques, mais en tout cas les taux prime sont bien plus élevés qu'en France. Mais c'est amusant parce que vous nous parlez d'anomalie belge dans la logistique, on peut parler d'anomalie allemande dans le commerce. En fait, finalement, on va chercher on est sur un terrain de jeu en fait européen et on va chercher les secteurs d'activité selon les zones géographiques qui fonctionnent le mieux. Il nous reste un peu plus d'une minute. On va parler rapidement de fiscalité. Alors Jean-Maxime Jouy, la fiscalité quand on investit en Allemagne, on la connaît dans cette émission, on en parle souvent. On sait qu'il y a des crédits d'impôt quand on investit en immobilier en Allemagne. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays européens ou c'est une spécificité franco-allemande ? Non, c'est le cas dans d'autres pays européens. Vous avez en fait, en général, deux mécanismes qui peuvent s'appliquer, soit le crédit d'impôt, donc ce qui est le cas pour l'Allemagne, soit la réduction d'impôt. Mais globalement, sur la plupart des géographies, on arrive à obtenir des effets fiscaux qui sont relativement favorables aux porteurs. Très clairement, pour autant, je pense que vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, notre logique, c'est avant tout une logique d'exposition aux meilleurs secteurs et à des couples rendement-risque et des cycles économiques qui sont un petit peu différenciés. Je ne crois pas qu'il faille faire de l'investissement hors de France simplement un corollaire d'un avantage fiscal qu'on va chercher. Bien sûr, mais ça c'est à prendre en compte également, effectivement, quand on fait ces investissements. Merci beaucoup à
à tous les deux. Merci Inès Dias, directrice générale de Sogenial Immobilier. Merci Jean-Maxime Jouy, Global Head of Fund Management pour BNP Paribas Reim. Merci d'avoir participé à cette émission qui pourrait être une introduction sur chacun des pays ensuite, parce que du coup on a regardé ça de manière générale. On reviendra sur chacun des pays en plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Et on enchaîne donc avec la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie où nous vous proposons 4 nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine lors de l'événement Patrimonia. Au sommaire de cette édition, on commencera avec une interview menée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, qui interviewe Jean-François Charrier, directeur du développement d'Axipit Real Estate Partner sur la thématique immobilier, comment investir sans souffrir. Et puis nous resterons dans la thématique immobilière, on parlera de nue propriété et de son intérêt pour les CGP, avec Nicolas Debussy, directeur général adjoint, et Alexandre Bonvalot, directeur commercial de Perle, au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. On enchaînera ensuite avec une interview qui concernera les fonds thématiques à privilégier pour 2022. Une interview toujours signée Laura Olivier de Club Patrimoine, qui aura à son micro Vincent Rouanel, responsable commercial CGP, et Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie, tous les deux au sein du comptoir Amundi CPRAM. Et on finira avec une dernière interview toujours menée par Laura Olivier, avec pour thématique crowdfunding, quel intérêt pour les CGP, une interview de Gaëtan Garnier, Head of Business Development chez les entrepreneurs. Immobilier, comment investir sans souffrir? C'est la question que pose Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, à Jean-François Charrier, directeur du développement d'Axipit Real Estate Partner. Bonjour, peut-on encore investir dans l'immobilier sans souffrir? Réponse oui pour mon invité Jean-François Charrier d'Axipit. Jean-François, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Impeccable. Mais c'est vrai, quand on a préparé cette interview, c'est ce que vous m'avez dit et c'est ce que j'ai retenu, et ça c'est très important. Alors, quels sont aujourd'hui les obstacles que vous avez repérés, vous, à l'immobilier? Alors dans la phrase, vous avez dit d'abord, investir dans l'immobilier, c'est bien. Je confirme, oui. C'est bien, la classe d'immobilier, c'est incontournable et les investisseurs ont bien raison de s'y intéresser. Vous parlez de 2 obstacles, je parlerai plutôt de 2 freins. Voilà, les 2 freins, c'est quoi? C'est d'une part la durée d'investissement, parce que quand on investit dans de l'immobilier direct, on est parti pour 10 ou 15 ans et c'est pas forcément très facile pour un investisseur de se projeter à 15 ans. Les crises sanitaires, les crises financières, les accidents de la vie font qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des périodes plus courtes. D'accord. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la fiscalité, parce que quand on investit sur de l'immobilier classique, d'accord, vous avez l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les plus-values, l'IFI, et donc au bout du compte, vous vous retrouvez avec un rendement qui est sensiblement élagué, si je puis dire. Alors comment est-ce que vous avez fait pour contourner ces 2 obstacles ou ces 2 freins? Alors on passe par des structures un petit peu différentes, notamment des FBS, fonds professionnels spécialisés, qui nous permettent d'investir sur du non-coté d'une part et d'utiliser des gestions un petit peu différenciantes. Par exemple, nous investissons dans des sociétés commerciales de promotion ou de marchands de biens, ce qui nous permet d'avoir une fiscalité beaucoup plus légère. Voilà. Et puis d'autre part, comme nous sommes sur du value add, sur de la recherche de valeur, de l'immobilier résidentiel, on fait des opérations qui durent entre 24 et 36 mois, ce qui nous permet de sortir les fonds au bout de 5 ans. Donc on gagne en fiscalité et on gagne en durée. Alors ce produit, il s'appelle Axipit Home Value. Quel est l'intérêt de ce produit aujourd'hui? Alors au-delà des 2 dont on vient de parler, fiscalité et durée, le principal avantage, me semble-t-il, c'est le sous-jacent. On est sur du résidentiel. Ah. Alors le résidentiel, c'est bien, mais ça a l'avantage d'éviter un grand nombre d'objections. On sait très bien qu'aujourd'hui, les investisseurs, le bureau, ils se posent des questions, le télétravail par exemple, le commerce, ils se posent des questions, le e-commerce. Sur le résidentiel, il n'y a pas toutes ces objections. Donc c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le résidentiel, c'est un marché très profond. D'accord ? On a aujourd'hui une offre très largement inférieure à la demande. On a un patrimoine qui est vieillissant. On a des réglementations qui s'accumulent, la loi climat par exemple, qui fait qu'aujourd'hui il y a une vraie demande sur le résidentiel. Donc oui, c'est, je pense, le principal avantage de notre fonds Axipit Home Value.
Alors, qui sont vos concurrents sur ce marché ? Alors, ils sont à la fois nombreux et quasiment inexistants parce que des gens qui font du FPS, il y en a. Des gens qui font du résidentiel, il y en a. Mais très peu font du FPS résidentiel value add. Je crois même qu'on est les seuls. En tout cas, du pur résidentiel. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui viennent en concurrence, c'est plutôt des gens qui viennent en complément puisqu'ils vont faire du FPS sur du bureau, sur du commerce ou sur du portage. Jean-François, on se connaît depuis longtemps, hein, donc l'immobilier c'est votre cœur de métier, mais aujourd'hui tout est cher, même le résidentiel c'est cher. Donc comment est-ce que vous faites, parce que vous parlez de value add, comment est-ce qu'on fait quand tout est cher ? Bizarrement, on trouve aujourd'hui sur le marché des choses qui sont intéressantes. Elles sont intéressantes pourquoi ? Parce qu'elles sont en ou mauvais état ou complètement inadaptées. D'accord. On a des investisseurs ou des propriétaires en tout cas qui ne savent pas comment se sortir de ces investissements-là et qui font appel à nous. Donc nous, on intervient pour leur proposer une solution de sortie et notamment de solution de value add. Alors justement, Axipit, quel drôle de nom, hein. Parlez-moi un petit peu d'Axipit. Qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que c'est tout nouveau d'ailleurs. Hein. Alors Axipit, c'est une société du groupe Aquila. Oui. Alors Aquila, c'est aussi un drôle de nom. Oui. Mais Aquila, c'est l'aigle en latin. Et Accipit, ça vient d'accipiter, l'épervier. Voilà. D'accord. En clair, on voit très loin et très bien. Bon, d'accord. Voilà. Pour être plus sérieux, Aquila, donc, c'est une société d'asset management qui gère 1,5 milliard d'actifs. Et nous sommes, nous, la société de gestion du groupe. Voilà. Et on intervient sur le client retail, puisque Aquila est plus spécialisé sur le client institutionnel. Donc on essaye d'apporter le service institutionnel au retail. Voilà notre particularité. Alors vous, Jean-François, vous connaissez très bien le marché des CGP. Que disent les CGP sur ce produit et sur Axipit ? Comment est-ce que vous êtes accueillis par le marché ? Écoutez, je ne voudrais pas être trop optimiste, mais vraiment très bien parce que, comme disent certains, on coche toutes les cases. On apporte un produit qui correspond à ce que veulent les investisseurs, le résidentiel, l'immobilier. On est sur un produit court. Et donc c'est vrai que c'est quelquefois le frein pour les investisseurs, s'engager à long terme. Et puis surtout, on a une fiscalité qui est très légère. Donc on a à peu près toutes les cases. Comme en plus on est adossé à un groupe qui a beaucoup de... qui est très connu dans le milieu, ça rassure aussi. Donc je pense que notre objectif, qui est d'une collecte de 30 millions sur ce fonds-là, d'ici la fin de l'année, sera obtenu assez rapidement. 30 millions, c'est pas mal. L'objectif, c'est d'aller au-delà ou de remonter un produit derrière ? Alors, 30 millions d'equity, plus beaucoup de leviers, ce qui fera un fonds d'environ 100 à 120 millions. Ah ouais, quand même. Et derrière, une création d'un deuxième fonds. Je vous réinviterai pour en parler. Jean-François, en tout cas, grand merci à vous. Très grand plaisir. Merci Bogdan. Voilà, c'était Jean-François Charrier, directeur du développement chez Axipit Real Estate Partner, qui répondait à Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, sur cette question immobilier, comment investir sans souffrir. Nue propriété, quel intérêt pour les CGP ? C'est la question posée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Nicolas Debussy et Alexandre Bonvalo de la société Perle. Nue propriété, quel intérêt pour les CGP ? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Bonjour Nicolas Debussy, bonjour Alexandre Bonvalo. Bonjour, vous allez bien ? Laurent. Bonjour. Alors, il y a de plus en plus d'acteurs en nue propriété. Pourquoi choisir Perle aujourd'hui ? Je vais commencer effectivement le démembrement de propriété. C'est un modèle que Perle a initié en 2000. Ça va faire 21 ans. Et c'est un modèle qui est un immobilier résidentiel avec un partage des murs et de l'usufruit sur un modèle de minimum 15 ans. Aujourd'hui, 21 ans plus tard, on est force de débouclage. Et voilà pourquoi on pourrait choisir Perle. Mais c'est également 9500 logements qui a été délivrés sur ce modèle depuis sa création, sur 177 communes. Je vais m'arrêter là sur les chiffres. Oui, parce que vous êtes le seul acteur français à avoir déjà débouclé des opérations. Qu'est-ce que cela donne en pratique ? Ça, c'est peut-être une première chose. Et surtout, que font les nus propriétaires au bout de la période légale ? Comme le disait Alexandre, en effet, Perle a 21 ans. Donc aujourd'hui, on a accompli des cycles entiers de convention de démembrement et du coup on a opéré aujourd'hui 7 débouclages qui représentent 188 logements avec des vraies satisfactions pour les nus propriétaires mais aussi pour les usufruitiers. Donc c'est une vraie satisfaction encore une fois. Aujourd'hui on travaille aussi au débouclage encore de 1500 logements pour les 5 années à venir. Aujourd'hui on constate en tout cas sur nos premiers retours, même si ces pourcentages vont évoluer,
que la moitié des clients mettent en vente leur logement et donc réalisent des plus-values intéressantes. Ouais. Un peu plus de 40% remettent en location soit au locataire en place, soit à un nouveau locataire avec une loi de 89. Et puis dans 7% des cas, donc finalement assez peu, reprennent le logement pour y habiter. Ce débouclage, il se prépare très en amont avant la fin de la convention de démembrement, quasiment 3 ans avant. C'est aussi la promesse de Perle depuis l'origine d'accompagner nos clients. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des pactes de service pour nos clients dans cet accompagnement dès la livraison, mais jusqu'au débouclage, pour leur donner un certain nombre de services et surtout que cet usufruit et cette nue propriété se passent dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et quand on dit animer le marché secondaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Le marché secondaire, aujourd'hui, il faut savoir que le démembrement de propriété, ce n'est pas une loi d'incitation fiscale. Le nu propriétaire garde une main sur l'arbitrage à tout moment de ses besoins. Alors ça peut être un besoin de trésorerie, ça peut être un accident de la vie, ça peut être plein de sujets. Et il peut donc arbitrer à tout moment. Perle, c'est le premier service qu'on a mis en place en 2008. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous interroge pour une valorisation de son bien. On prend acte de la date qui reste, de l'usufruit restant. Donc on a des périodes de démembrement qui de ce fait sont plus courtes. Ça trouve un autre public désireux d'avoir un remembrement plus rapide pour des enjeux de retraite, de revenus complémentaires plus rapidement atteints. Et aujourd'hui, si je devais vous donner quelques exemples, c'est une vingtaine de logements actuels disponibles sur le marché secondaire. Ouais. Ça va être du Levallois, ça va être du Nice, ça va être du Cannes, ça va être des villes de ce type, donc les premières opérations Perle, et avec des durées de démembrement de l'ordre de 6, 7, 10, 11 ans, enfin des durées intermédiaires. Voilà ce qu'on peut dire sur le marché secondaire, et c'est un marché extrêmement liquide. Il y a un réel dynamisme. Alors j'ai une phrase un peu type à dire là-dessus, c'est vraiment un marché de niche dans une niche. Très bien. Alors, il y a autre chose. Est-ce que c'est très important d'entretenir des relations un peu privilégiées avec les acteurs et les élus locaux ? Alors c'est très important parce que le démembrement de propriété, c'est un travail d'équipe. Il y a des élus, il y a des pouvoirs publics, il y a un usufruitier bailleur, mais il y a aussi des nus propriétaires, des professionnels de la gestion de patrimoine, un promoteur. Donc c'est vraiment un alignement de planète pour qu'une opération sorte. Aujourd'hui, on a souhaité entamer un grand travail auprès des élus locaux pour aller les rencontrer et savoir avec eux et déterminer avec eux d'ores et déjà ce qu'ils souhaitaient au titre de l'usufruit locatif social ou intermédiaire. Certains maires sont intéressés par du logement étudiant. D'autres ont une problématique de rénovation du logement insalubre. C'est le cas de la ville de Marseille, par exemple. D'autres sont encore sur d'autres souhaits et d'autres envies. Donc c'est important, très en amont en tout cas, de travailler avec eux sur la programmation qu'ils souhaitent pour qu'on puisse répondre au mieux à leurs demandes. Vous avez un partenariat avec CDC Habitat. À quoi ça vous sert ? Alors on est très heureux de ce partenariat que l'on vient de signer. Ça faisait déjà de nombreuses années évidemment que Perle travaillait avec CDC. CDC c'est le premier bailleur social en France. Comme je le disais précédemment, c'est un travail d'équipe et l'usufruitier en fait partie. Ce partenariat il va nous permettre d'accentuer encore notre développement et notamment notre développement en nombre de lots que l'on souhaite proposer au marché, avec une ambition forte entre Perle et CDC Habitat de produire plus de 1000 logements sur les 3 prochaines années. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter avec eux de nos échanges avec les municipalités, d'imaginer aussi des services innovants dans les questions de débouclage. Ils sont très friands du savoir-faire de Perle sur ces débouclages et ils sont très intéressés par ceci. Ça peut être aussi l'occasion de discuter d'opportunités de leur côté comme d'une autre. Voilà, c'est des échanges de bons procédés, mais surtout c'est aussi l'idée de peut-être encore innover sur ce produit qui innove depuis 21 ans. Alors peut-être quand même une dernière question. Quelles sont les villes qui marchent le mieux en matière de nue propriété ? Les villes qui marchent mieux, je n'ai pas d'exemple à vous donner de façon extrêmement précise. C'est juste des villes avec des potentiels locatifs extrêmement forts. Sans ça, un bailleur ne vient pas nous demander de l'usufruit sur tel ou tel territoire. On est bien sûr sur des grandes métropoles. L'Île-de-France, bien évidemment, Rhône-Alpes, tout l'arc atlantique, les villes moyennes, la Méditerranée, les villes centres et les villes moyennes, effectivement. Donc c'est un marché extrêmement dynamique et très prometteur encore. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur les plateaux. Merci beaucoup. Voilà, c'était Nicolas Debussy, directeur général adjoint, et Alexandre Bonvalot, directeur commercial de Perle, qui répondait au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à cette question d'une propriété. Quel intérêt pour les CGP ? On enchaîne avec une interview toujours menée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, qui demande à Vincent Rouanel et Laetitia Baldeschi, tous les deux du comptoir Amundi CPR-AM, quels fonds thématiques privilégiés pour 2022 ?
Quel fonds privilégié pour 2022? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Bonjour Laetitia Baldeschi, bonjour Vincent Ravanel. Bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, vous êtes stratégiste, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire en ce moment sur la Chine. Donc justement, quelle est votre position aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Chine, on a une actualité très très forte depuis quelques mois. Tout vient, me semble-t-il, d'un changement de modèle en Chine qui se produit depuis déjà plusieurs années, qui est en train d'accélérer avec le vieillissement de la population qui est très rapide, plus rapide qu'on ne pouvait l'anticiper, et un développement qui se fait au prix de fortes inégalités. Inégalité dans ce pays, inégalité de revenus pour beaucoup, et donc les autorités sont obligées d'agir. Elles ont commencé à agir en essayant de diminuer le coût de l'éducation, on l'a vu cet été, pour augmenter la démographie, on imagine qu'il y a forcément un lien. C'est un lien effectivement, pour baisser le coût du logement qui est un vrai frein encore une fois la natalité en Chine, et on a pu en voir les événements récents sur les marchés, et évidemment ceci provoque beaucoup d'inquiétudes. Et puis on voit que l'économie chinoise est quand même dans une phase un peu compliquée actuellement, une conjoncture défaillante. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours l'épidémie en Chine, qui est gérée de façon stricte, à la chinoise on va dire, avec des fermetures d'activités assez fortes qui viennent impacter négativement la dynamique économique, et puis également la volonté de contrôler les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone dans l'atmosphère. Ça, c'est l'autre sujet dont on parle, absolument. Et c'est un sujet très important aujourd'hui, notamment en Chine, et on le voit aujourd'hui, ça vient perturber la dynamique de reprise de l'activité manufacturière en fermant des usines de production électrique notamment. Et nous avons des coupures, donc des fermetures d'activités un peu partout dans le pays, surtout dans le nord-est, et ceci vient freiner la dynamique de reprise dans le manufacturier. Donc on le voit, plusieurs thématiques qui impactent aussi la Chine, comme un peu partout dans le monde, mais de façon plus violente. Ce tour de vis réglementaire, pour vous, il est terminé ou il va se poursuivre? Alors je pense qu'il va se poursuivre encore, et dans la période qui vient jusque, me semble-t-il, au début de l'automne 2022, où on aura le fameux 20e congrès du Parti communiste chinois, qui devrait voir la nomination pour un 3e mandat, ce qui est exceptionnel en Chine, pour M. Xi Jinping, partant pour 5 années supplémentaires à la tête de son pays. Alors, autre chose, vous êtes connu pour être le pionnier en matière de gestion thématique. On va peut-être en parler avec vous, Vincent. Qu'est-ce que vous réclament aujourd'hui les CGP? Alors, la gestion thématique, effectivement, aujourd'hui, c'est le cœur de CPR Asset Management maintenant, avec plus de 20 milliards sous gestion. Donc, c'est vrai qu'on a une approche qui est extrêmement sensée. On se base sur les méga tendances. Donc, on a parlé évidemment de thématiques autour de l'éducation. On a la COP26 qui arrive à la fin de l'année, et donc on va beaucoup parler du climat, avec notamment une originalité sur ce fonds, c'est qu'on n'utilise pas un univers de référence traditionnel, on utilise le CDP. C'est une ONG en fait qui va analyser plus de 7000 titres dans l'univers. Alors ça va de titres à des villes également. Des villes qui sont notées pour savoir justement leur impact sur le climat. Et cet univers est extrêmement intéressant, il est très profond. On s'en sert comment après de ces données? Cet univers, on s'en sert pour sélectionner ensuite des titres avec finalement des filtres très forts ESG, puisque ce fonds en plus est noté, alors on va un peu jargonner, SFDR 9. Il faut qu'on explique du coup. Voilà, il faut qu'on explique, c'est qu'en SFDR 9, on a des logiques extrêmement fortes d'approche ESG. C'est pas juste on met une coloration ESG, c'est vraiment, ça c'est plutôt du SFDR 8. Le SFDR 9, c'est carrément construit, le fonds est construit avec une thématique ESG complètement à l'intérieur du fonds. Ça veut dire par exemple si je prends un autre fonds, on commercialise aussi beaucoup, qui s'appelle Food for Generation, on va mesurer l'impact de la consommation d'eau du portefeuille par rapport à l'univers. C'est-à-dire je sélectionne des valeurs agricoles, notamment dans Food for Generation, qui vont consommer 2,5 fois moins d'eau que le portefeuille, que l'indice sous-jacent. Donc au niveau de climate, on a une grosse attente des investisseurs, parce que forcément COP26 arrive, et donc on a ces attentes-là. Donc beaucoup d'attentes de nos distributeurs sur ce fonds-là, et beaucoup d'attentes aussi autour de Food for Generation, tous deux des fonds SFDR bien sûr 9. SFDR 9, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans peu de temps, dans 1 an, dans 2 ans, on va devoir fournir de nouveaux KPI, c'est un terme anglais, et qui va qui veut dire du coup c'est qui
Personal Indicators, enfin grosso modo ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le portefeuille, j'investis 1 000 €, ça va avoir quel impact sur tel ou tel D'accord, c'est quelque chose de très précis. C'est quelque chose d'extrêmement précis. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui vont se reconnaître là-dedans. Si je prends par exemple nos rapports d'impact aujourd'hui qui s'inspirent de ça, sur le fonds par exemple éducation, on va dire voilà, aujourd'hui, pour 1 000 € investis dans le fonds, combien on va former d'étudiants de leur plus jeune enfance, leur plus tendre enfance, 6 ans, jusqu'à on va donner des jusqu'à chiffres vraiment, encore une fois, précis. Voilà, on est capable de fournir des chiffres extrêmement précis dans les rapports d'impact. Et ça, c'était le dernier thème qu'on voulait peut-être mentionner, c'est que nous, on est sur des logiques d'impact, que ce soit sur Climate, sur Food ou sur le troisième fonds dont j'ai parlé, Éducation, qui mesure spécifiquement l'impact du fonds. En fait, on est passé d'un monde, si vous voulez, d'un monde en deux inconnus, c'est-à-dire la performance et le risque, à un monde en 3 X, Y, Z, c'est-à-dire performance, risque, mais également impact sociétal. Et ça, c'est plus dur à mesurer. Et impact sociétal, ça c'est pour ça que ce rapport d'impact, et ce rapport d'impact, il est très important et on s'attache à fournir des rapports d'impact à nos investisseurs. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci. Voilà, c'était Vincent Roinel et Laetitia Baldeschi du comptoir Amundi CPR/AM au micro de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Crowdfunding, quel intérêt pour les CGP? C'est la question qui est posée toujours par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, à Gaëtan Garnier, Head of Business Development chez les entrepreneurs. Crowdfunding, quel est l'intérêt pour les CGP? On en parle tout de suite avec mon invité Gaëtan Garnier des entrepreneurs gestion privée. Bonjour Gaëtan. Bonjour Laura. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. C'est la deuxième journée à Patrimonia, donc on va pouvoir faire ensemble le premier bilan de votre journée, de votre première journée hier à Patrimonia. Alors le premier mot, ça va être le monde. On est quand même ravis de retrouver tous ces CGP, voilà, comparativement à l'an dernier évidemment. Et puis après, beaucoup de monde qui vient nous voir et qui comprend assez vite ce qu'on va proposer. Donc ça, c'est quand même très agréable. Le crowdfunding, exactement. Et cette quête de sens. On comprend que c'est ça qui va animer les CGP et leurs clients, évidemment, qui vont chercher à trouver un placement où ils comprennent ce qu'il y a derrière. D'accord, donc ça aujourd'hui, ils le comprennent bien. Ils le comprennent bien, ils nous associent avec ça. Et du coup, toutes les discussions qu'on a eues hier tournaient autour de ça. La quête de sens, le circuit court de la finance, on va dire, le placement qui va directement à l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment ce lien direct que nous, on construit en crowdfunding. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre plateforme? Vous êtes les entrepreneurs gestion privée. Qui vous êtes? Alors, les entrepreneurs gestion privée, c'est une plateforme quasi historique sur notre marché. On a 5 ans d'existence, sur un marché qui en a 7, donc on en fait quasiment partie des dinosaures. Tout à fait. Donc on est un acteur innovant, indépendant et maintenant un peu historique de ce marché, avec la particularité d'être généraliste. Vous étiez là déjà il y a 3 ans d'ailleurs. Exactement, c'est notre 3e Patrimonia. Nous, on a vraiment à cœur de développer des relations pérennes avec nos partenaires professionnels du patrimoine, mais je crois qu'on va y revenir. Alors, des plateformes, il y en a d'autres. Hein. Vous n'êtes pas tout seul sur le secteur. Donc, quelle est la différence ici, là, avec les entrepreneurs? Alors, notre particularité à nous, chez les entrepreneurs, c'est qu'on va être la porte d'entrée vers tous les univers du participatif. Le participatif, on en entend beaucoup parler en immobilier. Eh bien, nous, on fait de l'immobilier, on va faire de la dette corporate, on va faire de la défiscalisation, on va faire du crowd equity. L'idée, c'est de faire découvrir l'ensemble des classes d'actifs qui se trouvent derrière le participatif sur une seule et même plateforme. Alors, les CGP, vous en avez vu pas mal, je pense, hier. Quelles sont vos relations avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ça se passe? Ça se passe déjà très bien. Ce qui est très plaisant, c'est de commencer à voir nos partenaires qui viennent nous voir et puis des nouveaux qu'on essaye d'éclairer sur cette nouvelle classe d'actifs. Donc les relations sont évidemment bonnes et cette année elle est toute particulière parce qu'on fête les 1 an de ce qu'on appelle le contrat de place qui permet d'établir des relations partenariales entre nous, CIP, et eux, CIF. Et donc on a maintenant un cadre avec un modèle économique et des commissions à la clé. Et ça rend les choses beaucoup plus simples dans la proposition de cette nouvelle classe d'actifs.
Alors, vous avez beaucoup de produits, beaucoup de solutions, je pense. Quelles sont celles aujourd'hui qui sont les plus publicitées, justement, par les conseillers en gestion de patrimoine? Alors, c'est vrai que j'ai fait une petite liste à l'après-vert de tout ce qu'on sait faire, mais il y a quand même 2 thèmes particuliers qui retiennent l'attention de nos partenaires. Qui leur plaisent, oui. Donc, il y en a un, c'est la dette privée sécurisée. D'accord. Avec un sous-jacent immobilier ou un sous-jacent corporate, des stocks, des créances, des commandes de PME. Donc là, on est vraiment économie locale. Et il y a une autre thématique qui est la défiscalisation. On propose une solution en Girardin agricole focalisée sur la Guyane pour les exploitants de la communauté Hmong. On peut rappeler ce qu'est le Girardin ou pas? Le Girardin, oui, c'est une solution de défiscalisation qui plaît assez parce que c'est une défiscalisation à N+1. On fait son investissement et l'année d'après, on a son crédit d'impôt. Donc ça marche très fort. Et derrière, on a cette histoire, nous, de la Guyane, de l'autonomie alimentaire de la région, de la communauté Hmong qui vient du Laos. Et on a une vraie histoire à raconter. Et donc, ça fait vraiment le fil rouge par rapport à cette quête de sens qu'ont les épargnants pour trouver du sens à leur placement. Alors aujourd'hui, c'est votre 2e journée. Vous avez des rendez-vous avec des CGP aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui ira de différent avec hier, aujourd'hui? On va essayer de les réveiller parce qu'on a l'impression que la soirée était très longue pour tout le monde. Oui, donc, on a eu une longue soirée, comme toujours. Ça va être un objectif. Et continuer à nouer des relations. On voit déjà que le stand est plein à l'ouverture. Donc il y a une vraie demande. Les formations se poursuivent. Et pour nous, le J2, c'est aussi un J1. Donc on continue sur la même lancée. Sur la même lancée. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la fin de l'année? Alors, pour la fin de l'année, nous, on va avoir une grosse période autour du Girardin parce qu'on est en plein pic sur les sujets de défiscalisation. C'est la saison, exactement. Et puis après, continuer à diversifier, à proposer des choses très différentes en dette corporate, en dette immobilière. Et voilà, continuer à trouver des beaux projets à présenter à nos partenaires professionnels du patrimoine pour continuer à diversifier avec cette classe d'actifs qui est le crowdfunding. Vous pouvez nous en parler déjà ou pas? C'est un peu tôt. Il y a plein de collectes en cours. Le particularisme, on va dire, du crowdfunding, c'est que les dossiers viennent très vite. Il faut les financer très vite pour que l'opérateur ne perde pas l'opportunité. Et donc, du coup, vous parlez maintenant des dossiers qui vont arriver, c'est encore un peu tôt. C'est un petit peu tôt. Mais il y a plein de choses dans les tuyaux et tout à fait diversifiées. D'accord. En termes de chiffres, il y en a quelques-uns que vous pourriez citer ou que vous pourriez nous donner qui sont importants pour vous En termes de dossiers, vous voulez dire? De chiffres. Non, je parlais de chiffres. Est-ce qu'il y a des chiffres clés déjà? Alors, il y a un chiffre clé pour nous, c'est que on a fait sur les 8 premiers mois de l'année le double des volumes collectés sur l'année passée. D'accord, donc ça c'est une vraie info. Un vrai effet d'accélération. Et ça, c'est en grande partie dû à nos partenaires professionnels du patrimoine. Parce que plus de 50% des montants collectés se font avec les clients des CGP. Du coup, pour nous, ce sont des relations extrêmement importantes qu'on va avoir à cœur de continuer à développer. Et ça, c'est les chiffres marquants pour Patrimonia. Vous allez retrouver les CGP sur votre stand. Donc hier, ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Je sais que beaucoup de gens encore sont attendus aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé par notre plateau. Merci Gaëtan. À très bientôt. Merci pour votre accueil. À très bientôt. Voilà. Voilà, c'était Gaëtan Garnier des Entreprêteurs. C'est la fin de cette émission Smart Patrimoine. On remercie Amanda au son, Elisa et Ulysse à la réalisation, Pauline à la préparation, à son aide à la préparation de cette émission et comme en régie. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine où on fera un focus sur la protection de son patrimoine numérique, mais aussi sur les crypto-monnaies, comme tous les mercredis, avec une émission portée sur un plan épargne Bitcoin. On vous en dira plus demain et vous aurez également la possibilité de découvrir 4 nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine à Patrimonia. Je vous dis à demain.